Voilà, ils ont commencé déjà par saboter ce direct. Ils savent que lorsque vous abordez des problématiques liées aux enjeux du développement, surtout que lorsque ces problématiques sont développées par David Gakouma, eh bien, ils font tout pour empêcher le peuple d'être au courant d'un certain nombre de choses. Et là, je voudrais, une fois de plus, vous rappeler que vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale et nous sommes du côté du 3e arrondissement, la commune de Toum. Et cette émission sera consacrée justement à ce que j'ai dénommé les démons tropicaux. Les démons tropicaux, c'est tous ces gérontocrates politiques qui sont à la tête de nos États et ils ont mis en place une démocratie tropicalisée. La démocratie tropicalisée. Cette démocratie tropicalisée se caractérise par une illimitation de mandat. Une illimitation de mandat. Et c'est compte tenu de cette démocratie tropicalisée eh bien, que les dirigeants arrivent à justifier le tout, à justifier de leur incapacité notoire d'aider les populations à avoir accès à des minimums sociaux. L'accès à des minimums sociaux, c'est avoir l'accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'éducation, avoir accès à un réceptacle habitat digne de son nom, avoir accès à un emploi décent, avoir accès à un SMIC, salaire minimum intergaranti, avoir accès également à un SMIC, salaire minimum intercroissant qui doit évoluer selon l'activité productive, économique et sociale de notre pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je vous disais que le prolétariat que nous sommes en bataille contre la gérontocratie parasitaire. La gérontocratie, c'est le poids des vieillards. Et vous pouvez l'observer partout. Et d'ailleurs, l'un des icônes du développement de cette gérontocratie parasitaire se trouve actuellement du côté du Cameroun, où vous avez un solo candidat à un 8e mandat à l'élection présidentielle qui a 93 ans, Paul Biya. Et vous retrouverez ce sexagénaire dans toutes les sphères décisionnelles avec des vieillards à la tête de toutes les administrations publiques, para-étatiques et voire même militaires. Et cela a entraîné d'ailleurs une régression des indicateurs macroéconomiques au niveau du Cameroun. Mais vous voyez, c'est encore au Cameroun où vous avez un certain panafricaniste appelé Niamsi qui arrive à décrier les systèmes juridiques, les systèmes politiques, les systèmes démocratiques de plusieurs pays, alors que chez lui, au Cameroun, eh bien, la démocratie est confisquée et il n'y a pas de respect de l'état de droit. Nous sommes en face d'un véritable système tyrannique, un régime politique tyrannique caractérisé par l'absolutisme du pouvoir, caractérisé par une espèce de négation des droits humains, caractérisé par une paupérisation, une misère abyecte sauvage des populations camerounaises. Et vous voyez ces populations-là arriver tout de même à faire le bruit au peuple gabonais. C'est tout de même dommage et regrettable. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas rentrer dans ces débats de clochettes, ces débats de Picardie, parce que nous connaissons quelle est la valeur du peuple gabonais, nous connaissons quels sont les indicateurs qui caractérisent d'ailleurs notre population. Et je voudrais rappeler pour la gouverne de plusieurs autres acteurs politiques, économiques et sociaux que d'après le rapport des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, eh bien, le Gabon se situerait avec un PIB par habitant qui dépasserait pratiquement toute la sous-région. Cela veut dire tout simplement que le Gabon, chaque Gabonais est pratiquement plus riche que ne peut l'être un membre, un habitant de la Guinée équatoriale, un habitant du Cameroun, un habitant du Congo, comment dire ça, de la Côte d'Ivoire et autres. Donc à partir du PIB par habitant de notre pays, il est possible que les Gabonais vivent pratiquement au-delà de leur espérance, vivent pratiquement avec un niveau de vie qui se situerait au niveau des habitants de l'Afrique du Sud et ceux du Maroc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Gabonais vivent dans des conditions les plus précaires avec une espèce de paupérisation qui frappe pratiquement toutes les couches de nos différentes familles. Et cela est dû consécutivement à une mauvaise gestion, une mauvaise répartition
justement de nos dividendes économiques, une mauvaise gestion des ressources humaines, techniques et financières, caractérisée par l'ostracisme, caractérisée par le détournement de fonds publics par bande organisée, caractérisée justement par le parachutage et honteux, le tutorat, les protectorats, et on arrive à faire l'exaltation de ceux qui n'ont pas les papiers. Mais la problématique des papiers, la problématique des diplômes est au cœur justement de la régression de notre système politique, économique et social. Et je le disais, pour illustrer ce que j'ai qualifié de gérontocratie parasitaire, c'est cette gérontocratie parasitaire qui est à l'origine justement de la détérioration, de la dégradation justement de notre système politique, économique et social continental. C'est-à-dire que vous avez les vieillards qui ont confisqué le pouvoir au niveau du Cameroun, au niveau du Togo, au niveau du Rwanda, au niveau du Congo, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau... C'est pratiquement la même typologie. Et cette typologie est rendue possible par celui-là qu'on appelle le négrier, l'esclavagisme, c'est-à-dire la France métropolitaine, cette France négrière qui refuse justement d'améliorer un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques et politiques de notre pays. Il est donc de la responsabilité de la jeunesse africaine d'arriver à véritablement se battre pour la mise en place de véritables systèmes de démocratisation pluraliste au sein de leurs différents États. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous avez un Paul Biya qui a 83 ans. À 83 ans du règne du pouvoir, eh bien, on ne peut plus rien donner pour cette population. Parce que la plus belle femme ne peut donner que le meilleur d'elle-même. Malheureusement, à 83 ans d'âge, eh bien, vos fibres intelligibles se sont aménusées, vos capacités réflexives également se sont progressivement détériorées, pire encore vos capacités physiques. Cela veut tout simplement dire que vous n'êtes plus apte dans une véritable gouvernance rationalisée pour permettre à votre pays d'arriver à améliorer significativement leurs indicateurs de vente humain. Et c'est dommage pour le peuple camerounais. Donc, allez-y dire à Niamsi et à l'ensemble des acteurs politiques camerounais, et particulièrement ceux d'une espèce d'opposition camerounaise, une opposition marchandise, maquilleuse, comparable également à des gaz prostitués dévergondés, tels que nous les rencontrons pratiquement dans l'ensemble de la sous-région. Donc ça, c'est pour le cas du Cameroun. Eh bien, le système camerounais est un système tyrannique, un système avec une incapacité notoire d'arriver à une véritable démocratie pour éclore le génie et ses différents compatriotes. Et c'est pourquoi vous retrouvez les Camerounais partout qui arrivent à brader les déserts, à brader les océans, à brader les mers pour pouvoir sortir de leur situation de pauvreté, de misère, de prévarication pour aller espérer vivre dans de meilleures conditions de vie. Et ils sont nombreux comme ça au Gabon. Mais vous le voyez bien avec leur grande gueule, parce que c'est ceux qui savent faire le mieux. Le Camerounais avec les Guinéens, non pas les Guinéens, avec la Côte d'Ivoire. Vous arrivez à la Côte d'Ivoire, c'est pareil. C'est un véritable vieillissement cérébral de la classe politique, caractérisé par une espèce de moutonisation de l'État. Et cette moutonisation de l'État, cette instrumentalisation de l'État est sans perspective. Et vous avez également un autre vieillard là-bas au sommet de l'État qu'on appelle un certain Ouattara. Et Ouattara est pratiquement à 4 mandats successifs. Or, Ouattara est celui-là qui, par le passé, se plaignait de l'absence de démocratie à l'intérieur de ce pays, aidé d'ailleurs par le chef d'État Omar Bongo Ondimba, qui était un véritable apôtre de la paix, qui était le véritable incitateur, impulseur de valeurs démocratiques au sein de l'ensemble des pays de la sous-région. Et nous nous rappelons encore, lorsqu'Omar le disait à Laurent Gbagbo, le recommandait de pouvoir prendre en compte justement les revendications de M. Ouattara, Guillaume Soro et autres. Et notre frère Gbagbo de dire à Omar Bongo Ondimba qu'il était un véritable rigolo. Mais le véritable rigolo qu'il a qualifié de rigolo est celui-là et qu'il avait évité le pire. Dès lors que Laurent Gbagbo va se retrouver comme ça à l'arrière, perdant le pouvoir, et c'est Ouattara qui malheureusement se retrouve aujourd'hui à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara refuse de quitter le pouvoir. Il est pratiquement à 4 mandats successifs. Il refuse de partir du pouvoir, alors que l'un des principes de la démocratie pluraliste, eh bien, c'est d'arriver à accéder à une espèce d'alternance au sommet de l'État. Et là, je voudrais saluer la ferveur du peuple gabonais qui a pu, à travers leur constitution également mortifère, une constitution caractérisée par l'absolutisme
et l'autocratisme du pouvoir qui a tout de même mis en place une loi sur l'intangibilité des mandats avec des mandats limités, c'est-à-dire un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Donc après 14 ans, eh bien, chaque chef d'État censé être à la tête du Gabon doit savoir qu'il doit préparer ses bagages pour que le jeu de l'alternance démocratique au pouvoir au sommet de l'État puisse s'exercer librement. Allez-y à la maison. Puisse s'exercer librement. Et là, vous avez encore un autre sexagénaire ménopausé politique à la tête de l'État. Et bien, c'est le côté du Togo. Le Togo aujourd'hui qui est en train de flamber parce que les populations en ont marre. Le Togo qui a tout de même un certain nombre de minimum de matières premières, mais dont le peuple croupit dans la misère, dans la pauvreté la plus abjecte sauvage. Et le Togo est classifié d'après les indicateurs de développement humain comme un PMA. Donc le pays le moins avancé de l'humanité. Ces pays les moins avancés de l'humanité se caractérisent par la pauvreté, la misère, par une incapacité notoire des dirigeants de la population à avoir accès à ces minima sociaux. Donc le Togo est également dans la même lignée des jeunes autocrates politiques au sommet de l'État qui refusent justement d'arriver à une alternance démocratique. Et il vous souviendra que Fort et Sozimna Nyasingbe a pratiquement hérité le pouvoir de son père Nyasingbe et Yadema qui a fait 38 ans de règne de gouvernance après avoir renversé le président Olympio par un coup d'État militaire. Et le même processus se poursuit du côté de la Guinée équatoriale où vous avez notre père également, Obiangema Bazougo, qui a plus de 43 ans, voire 44 ans de règne de gouvernance au sommet de l'État. Et là, tout le monde le sait que c'est son fils Todorino Obiangema qui sera le prochain successeur, le prochain héritier légitime et légataire de son père Obiangema Bazougo. Et d'ailleurs, actuellement, il occupe la prestigieuse fonction de vice-président de la République de la Guinée équatoriale. Le même cas, vous le retrouverez également du côté du Congo-Brazzaville, où vous avez également le roi Denis Sassou Nguesso, plus de 40 ans, 44 ans également, de règne de gouvernance sans discontinuité. Et là, paraît-il qu'il est également en train de préparer un de ses fils, un certain Sassou Nguesso, qui autrefois était marié avec une jeune Gabonaise. Malheureusement, actuellement, il est marié à une autre compatriote et le sujet de fait la chronique sur la toile. Mais quand cela ne tienne, eh bien, c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et vous pouvez également faire une autre illustration du côté du Tchad, où vous avez eu le maréchal également, le président du Tchad qui a fait 38, disons 40 ans de règne de gouvernance sans discontinuité, et il a cédé la place également à son fils qui est actuellement a revêtu le titre du maréchal. Et malheureusement, c'est le même cas. Vous arrivez au Rwanda, on vous dira que le Rwanda est un pays développé, mais vous avez un dictateur au sommet de l'État. Un dictateur qui a des mandats illimités et dont on vante les mérites sous prétexte qu'il aurait développé le Rwanda comme s'il était le seul apte capable justement d'entraîner le Rwanda vers ses prouesses économiques, vers ses prouesses techniques et technologiques. Bref, mais quand cela ne tienne, ce sont des confiscateurs. Ce sont des confiscateurs. Et là, nous avons également un autre phénomène actuel du côté du Congo. Vous avez vu également à l'époque Mobutu Sese Bazanga, celui-là qu'on appelle le maréchal. Vous savez d'ailleurs comment est-ce qu'il a été débarqué à pieds joints du pouvoir par le père de Joseph Kabila, qui l'a catapulté. Et Joseph Kabila va également arriver à 29 ans au sommet de l'État au niveau du Congo, et il va rester au pouvoir pendant 18 ans. 18 ans également, il va dépasser justement les 2 mandats successifs, mais il va tout de même partir de là par la contrainte après 18 ans de gouvernance, et il va être nommé sénateur à vie, sans aucune poursuite, sans quoi que ce soit, et il va s'en aller comme ça avec toute sa fortune. Et aujourd'hui, le fils de Joseph Kabila, eh bien, il ne les emplit pas. Actuellement, il serait en consultation parce qu'il aimerait également revenir au pouvoir après avoir laissé son challenger, donc le fils également d'un ancien premier ministre de l'opposition, c'est-à-dire Tshisekedi, qui lui également est en train de supputer, de voir comment arriver à une manipulation constitutionnelle pour briguer un 3e mandat. Donc, c'est toute cette floraison
d'antidémocratique qui se caractérise en Afrique centrale et il n'y a aucune possibilité de progrès, aucune possibilité d'alternance au sommet d'État et les partis politiques sont muselés, la population est bâillonnée et il n'y a rien qui puisse se passer. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui arrivent à outrageusement mentir que la démocratie serait le mal de toute l'Afrique francophone, alors que ces gens-là sont réfractaires à la démocratie parce que ce sont des négriers, ce sont des esclavagistes, ils sont habitués justement à être assujettis par leur gourou et ils pensent à tort ou à raison que tout le monde se plierait à leur système satanique, à leur système démoniaque, à leur système luciférien, à leur système qui avilit justement le peuple en dégradant progressivement les indicateurs du développement humain. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez très bien que dans toute cette floraison d'acteurs politiques étatiques qui sont des conservateurs, qui refusent de quitter le pouvoir parce que quoi, ils ont certainement des intérêts à gagner. Et c'est là où je parlais de la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Cette théorie stipule que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, eh bien, vous quittez le pouvoir, vous faites comme l'a fait Mobutu Sese Kowa Bazanga et plusieurs autres. Mais là, nous avons une autre résurgence d'un autre système, non pas démocratique ou autocratique, qui est en train de se développer. Eh bien, c'est vers la réminiscence de ce passé monolithique. Il vous souviendra que du côté du Togo, Eyadema, le général, avait fait un coup d'État. Il avait fait le coup d'État à Olympio, un coup d'État militaire. Du côté de la Guinée équatoriale également, notre père avait fait le coup d'État à son oncle Mathias. Du côté du Congo, vous connaissez très bien Denis Sassou Nguesso, également arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et là, vous avez le Tchad, où le jeune est arrivé par un coup d'État, son père également. Donc vous voyez cette résurgence des coups d'État en Afrique francophone. Et là, je vous dis qu'on est parti pour ne plus nous arrêter. On est parti pour ne plus nous arrêter. Vous avez la Guinée-Bissau également, toujours un coup d'État qui avait été perpétré d'ailleurs par le capitaine Traoré. Et malheureusement, ce capitaine Traoré va également débarquer par une balle dans la tête et par un de ses gardes-corps. Et c'est pareil. Et là, nous sommes dans la merde parce que ce n'est pas évident que nous arrivons à renverser cette tendance-là. Nous sommes partis d'un système semi-démocratique avec une espèce de garantie d'un certain nombre de libertés. Et là, aujourd'hui, nous sommes partis comment? Aux prises, justement, des armes. Or, nos différentes constitutions stipulaient que les forces de défense et de sécurité devaient garantir les régimes librement consentis par le peuple souverain. Parce que c'est le peuple qui est le garant de toute légitimation du pouvoir. Or, aujourd'hui, eh bien, les garants de toute légitimation du pouvoir, ce sont les forces de défense et de sécurité, parce que ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui ont les armes, ce sont eux qui ont le pouvoir de contrainte. Et partout en Afrique francophone, eh bien, vous voyez bien ces forces de défense et de sécurité à la tête des États. Et des agents de force de défense et de sécurité qui suscitent notre intérêt est le président du Burkina Faso, un certain Ibrahim Traoré, qui a compris justement le no-gordien, qui a compris la nécessité de se battre contre l'impérialisme occidentalisé, c'est-à-dire la France métropolitaine, les États-Unis et autres, et qui ont décidé comme ça d'appauvrir les peuples africains alors que nos populations sont suffisamment riches à travers les matières premières et qui sont extraverties, qui sont exploitées par les puissances internationales, et la pauvreté justement des peuples africains est la conséquence du développement des peuples sous-développés. Et c'est Rostov qui le disait, un brillant économiste qui avait fait cette analyse objective, une analyse réaliste, parce que les faits sont là. Et du côté de la Burkina Faso, ce capitaine Ibrahim Traoré est devenu un véritable révolutionnaire, un révolutionnaire qui suscite l'intérêt des peuples africains, et c'est pourquoi nous voulons lui apporter notre soutien moral, notre soutien matériel, c'est tellement pas un soutien financier par rapport à toutes les réformes qu'il est en train d'engager du côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est considéré comme un pays très pauvre, très endetté. Aujourd'hui, le Burkina Faso, en une année d'exercice du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, eh bien le Burkina Faso a des milliers des millions de kilogrammes d'or. Et par rapport à ces réserves d'or,
du Burkina Faso aujourd'hui que le Burkina Faso arrive à faire trembler la France, le Burkina Faso arrive à faire trembler les États-Unis avec ses réserves d'or. Eh bien, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont capables de créer leur monnaie, une monnaie qui permettrait justement de se débarrasser du franc CFA. Voilà un acteur politique étatique qui arrive véritablement à comprendre les enjeux du développement de notre pays. Le système monétaire de notre pays doit être déréglementé. Il s'agit justement de déréglementer le système de l'usage du franc CFA pour arriver à une autre monnaie, pour permettre à ces peuples africains d'avoir des devises, d'avoir de l'argent qui soit capable, susceptible justement de financer le progrès et le développement. Mais également arriver à une diversification des partenaires économiques et sociaux. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a bien compris par son rapprochement avec l'URSS, l'Union soviétique, ce grand État qui avait été disloqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'URSS aujourd'hui est parvenu à se reconstruire grâce au courage, à la bravoure, à la dextérité, mais également à la détermination de celui-là qui fait peur, celui-là qu'on appelle Satan III, c'est-à-dire le président de la Russie. Et la Russie aujourd'hui est une véritable alternative de sortie de crise pour les peuples africains. Et nous avons vu Ibrahim Traoré être escorté du Burkina Faso par un Falcon présidentiel russe accompagné de 4 ports avions pour pouvoir sécuriser justement la trajectoire de ce compatriote lorsqu'il partait pour être reçu au niveau de la Russie, où il a été exalté avec force, avec fracas. Et c'est ce genre de partenariat que les peuples africains ont toujours souhaité, un partenariat gagnant-gagnant, parce que chaque État est souverain et il n'y a pas une souveraineté qui serait au-dessus de la souveraineté d'un autre État. Et nous voulons admirer justement le courage de ce compatriote qui a pu renoncer à une visite de président américain et il a décliné l'offre en disant qu'il a mieux à faire en restant dans son pays pour développer un certain nombre d'infrastructures de son pays et rattraper l'écart de développement. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale animée par le prince Adouma David Berakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du cheveu du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. La capture du puissant lui sera-t-elle enlevée, ou le butin du tyran lui sera endigué? C'est l'une des problématiques de cette émission. Est-ce que la capture du puissant nous sera enlevée? Est-ce que le butin du tyran nous sera également enlevé? Voilà toute la problématique. Donc les peuples africains sont dans une véritable spirale. Une véritable spirale. Non seulement frappés par une pauvreté abjecte et sauvage, mais en secret également par des forces de défense et de sécurité qui exercent actuellement un régime d'exception avec des violations flagrantes des libertés des personnes, les libertés d'association, les libertés de manifestation, les libertés de création de partis politiques, les libertés de culte et autres. Et nous allons progressivement là vers un retour en arrière, comme un combat par le passé. Et c'est bien dommage et regrettable. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention justement des membres de la Ligue des non-alignés sur la nécessité, à partir de ce 1er juin, d'amplifier nos communications, parce qu'il s'agira également de revisiter notre système électoral par la vérification de non aussi les listes électorales, parce qu'il y aura également une révision. C'est l'occasion pour vous de prendre d'assaut toutes les circonscriptions administratives et territoriales. Et je vous le dis, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Faites tout pour être des candidats dans vos différentes circonscriptions administratives et territoriales. Moi, David Berakoma, je sais comment je vais vous apporter une aide réfléchie dans ce sens-là. S'il y a des cautions à payer, nous payerons ces cautions-là et nous ferons la campagne avec ou sans argent. Il est possible de battre ces gérontocrates politiques. Il est possible de battre ces aristocrates bourgeois sans base électorale. Il est possible de mettre hors d'état de nuire ce féministe émergent qui nous étouffe comme une chape de plomb. Il est possible de mettre blackout justement cette gérontocratie parasitaire qui arrive à nous étouffer
cette gérontocratie aujourd'hui qui ne constitue plus une véritable alternative de développement politique, économique et social de notre pays. Il est également possible de ne pas laisser également les forces de défense et de sécurité compartimenter tous nos pans de société. Ce n'est pas possible de l'accepter. Ils ont pratiquement tout eu actuellement. Ils ont le pouvoir exécutif. Ils ne peuvent pas avoir également le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif doit être également aux mains de ceux-là qui sont soucieux de la mise en place d'une véritable démocratie pluraliste. Non pas une démocratie pluraliste contrefaite par des accords qui ne puissent pas être profitables au plus grand nombre de personnes. Parce que si vous leur donnez pratiquement tous les pouvoirs, eh bien, nous allons nous retrouver dans un système politique tyrannique. Et le système politique tyrannique, je vous le dis, les libertés de personnes vont être violentées. Mais regardez combien de fois la SEEG, qui est une société en situation de monopole, est en train de nous dicter justement sa loi, en train de faire souffrir nos familles, nos parents. Et j'ai été ahuri hier de voir un pseudo-ministre de l'énergie et l'eau du Gabon. Je ne sais pas où est-ce que ces gens-là arrivent à récupérer toutes ces personnes. Je ne sais pas, c'est comme s'ils avaient un laboratoire dans leur cercle pernicieux, dans leur cercle logiste, où ils arrivent à pêcher des personnes comme ça, sans une véritable évaluation de leurs compétences. Voilà un ministre à peine nommé à une prestigieuse fonction telle que ministre de l'économie et ministre de l'énergie. Il arrive comme ça à entretenir les populations pendant pratiquement 10 à 15 minutes sans véritablement apporter une réponse aux déshydratats des populations. À la limite, il est venu nous dire qu'il y a un complot et on ne sait le complot exercé contre qui et il ne donne même pas de réponse. Il ne donne aucune réponse. Je dis bien aucune réponse à la problématique de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Alors qu'aujourd'hui, nous consommons une eau pratiquement impotable, une eau insalubre. Et il faut régler cette problématique qui est une problématique de santé publique. Et il est possible d'arriver à la mise en place de ce qu'on appelle en économie les oligopoles. Il faut lutter contre la mise en place des systèmes de monopole. Et ces systèmes de monopole ont été érigés par Alexandre Barrault-Chambrier. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est lui qui était le père, justement, de la politique de privatisation. Mais quand vous êtes des auditeurs oubliés, vous ne lisez pas et vous avez des cerveaux amnésiques, des cerveaux archaïques, des cerveaux pétrifiés par des litres de moussoungou, de vin de palme, de canne à sucre, et il n'y a rien. Il n'y a pas de changement, le pays est en train de mourir. Parce que Baby Sangou, vous n'avez pas les papiers. C'est incroyable. Allez-y chercher les papiers. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? À l'époque, il y avait même la formation des adultes. On apprenait nos vieilles mamans de 60 ans, 50 ans, on leur apprenait à lire et écrire. Vous êtes là, mais vous êtes des malades. Vous allez développer un pays avec oye. Même quand le Guy fait mal, vous dites qu'il fait bon. Ça ne vous va pas? C'est quoi votre problème? On voit bien que le pays est en train de se détériorer. Les populations sont en train de souffrir. Le pouvoir d'achat s'amenuise chaque jour. Et vous êtes là, oye. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Mais vous allez souffrir pendant 7 ans. Vous allez souffrir et vous allez souffrir davantage. Parce que vous ne voulez pas arriver à un véritable changement radical de votre système de prévarication. Vous ne comprenez rien du tout. Et vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Mais comment est-ce que vous allez aider les populations dont vous vous réclamez être des porte-voix, dont vous vous réclamez être des avocats, alors que Baby Sangou, vous n'avez pas les papiers? La preuve est là de la mauvaise foi de ces personnes. Comment les gens peuvent aller à un tribunal, une cour internationale de justice, avec des photocopies? Baby Sangou, il n'y a pas les papiers, les photocopies. Et ils espéraient obtenir gain de cause dans un tribunal. Vous pensez que ces gens-là sont normaux? On a bien dit que ces gens-là ont échoué par le passé. Ce n'est pas par le présent qu'ils vont réussir. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent plus réussir. On le savait que Marie-Madeleine Mourandieu nous a menés vers un échec inéluctable. Rosa Tangario, c'était mon enseignant en sociologie politique, en première année en faculté de droit. Mais regardez comment cet ancien brillant professeur est devenu maintenant un Kounabélis.
C'est incroyable. Je ne sais pas qui mange ces gens-là au sein de l'architecture gouvernementale, au point où ces gens ne soient plus capables de dire la vérité au chef de l'État. Et ils vont jusqu'à faire, je ne sais pas quel scénario, quel scénario qu'ils ont fait là, pour venir remettre une décision de justice qui nous a été défavorable. On remet au chef de l'État, on fait un scénario, on boit le champagne, on mange les bristoles et les biscuits. Mais vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Comment est-ce que les dirigeants, au moment où ils ont perdu le pouvoir, ils arrivent à chanter, à danser? Il faut dire qu'il y a un problème. Il faut dire qu'il y a un problème. Lorsque une société en situation de monopole et qu'elle arrive plus à satisfaire les intérêts des populations, qu'est-ce qu'on fait? On met cette société en situation de compétition. On la met en concurrence. On crée ce qu'on appelle des oligopoles. Donc on crée une multitude de sociétés pour pouvoir justement répondre aux attentes des populations. Vous avez la poubelle qu'on peut transformer en énergie électrique. Vous avez les panneaux solaires qu'on peut mettre sur l'ensemble de notre territoire, ne serait-ce que dans les grandes artères, pour pouvoir lutter contre l'obscurité et la pénombre. Même les panneaux solaires, vous n'êtes pas capable de mettre les panneaux solaires. Mais on voit les gens détourner des milliards de francs chaque... C'est incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Les panneaux solaires, la station voltaïque que le chef de l'État est en train de mettre du côté de la commune Ntoum, mais on peut mettre cette station voltaïque partout, sur l'ensemble du territoire. Ne serait-ce que dans les chefs-lieux de province. Où sont les universités localisées qu'on nous a promis? Mais vous voulez avoir le progrès, vous voulez avoir la croissance, vous voulez avoir le développement. Mais les gens refusent d'investir dans la recherche fondamentale. Ils refusent d'investir dans la recherche appliquée, dans le développement de compétences, dans la formation, dans l'éducation, dans la santé, dans le développement des infrastructures. Mais où est-ce que vous allez trouver le développement? Vous allez trouver ce développement où? Par quelle machine? Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est que vous faites là. Mais vous êtes pire même que ces dirigeants que vous soutenez. Comment est-ce que vous arrivez à soutenir des absurdités, des stupidités, alors que vous êtes censé être l'élite du pays, des intellectuels entre groupes, parce que intellectuel qui vient d'intellect, c'est-à-dire la faculté de l'esprit, avoir un raisonnement cohérent, le bon sens, qui est la chose du monde à mieux partager, selon René Descartes, mais vous n'avez aucun bon sens. Vous êtes plutôt des têtes mal faites, des têtes bien pleines mais mal faites, comme celle de Jacquemin l'encyclopédie, avec ces multiples diplômes, ces multiples doctorats qui n'ont pas servi à développer notre pays après avoir passé 9 années à la primature, pire encore à l'hôtel de ville. Et ce sont les mêmes qui sont là, les mêmes qui ont échoué hier. Et ils sont reconduits par Biscotto Oligigama. On essaie pour atteindre quel résultat? Il n'y aura aucun résultat. Ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau. Ils ne peuvent plus donner le meilleur d'eux. Leur cerveau s'est pétrifié. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous allez voir, vous allez souffrir cette année-là. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et ils vont continuer à mettre les leurs. Le pied et bras cassés. Regardez là pendant que vous êtes en train de souffrir. Mais les leurs sont déjà dans les écoles. Ils sont à l'ENA, ils sont à l'EPCA, ils sont dans les petites écoles publiques là, à faible qualification, ils sont chez Mourantou, et vous, vos enfants, sont là en train de faire la parlotte. Et on va encore vous appeler pour porter les t-shirts comme celui que je porte là, pour porter leurs fichus, leurs casquettes, leurs banderoles, et vous faites leur propagande, et vous allez vous battre contre vos propres amis, contre vos propres frères. Alors qu'il est possible pour vous d'être également député. Regardez votre ancien défenseur de droits humains. Regardez comment il a viré à 180 degrés. Parce qu'on lui a donné un petit poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Son discours a changé. Il est totalement aux antipodes de la réalité de ce qui est vécu par le peuple gabonais. Et il arrive à être surpris sur l'exfiltration de Nourni Bongo Oniba et sa mère. Alors qu'il est le véritable défenseur du prince béton actuellement. Avec toutes ces phrases qu'il voit, avec son gros cerveau qui aujourd'hui ne sert que de mensonges, à éviter des âneries, des tartufferies et des supercheries. Et il est là à l'Assemblée nationale. Et ça, ce sont des gens comme ça là, que le peuple gabonais avait fait confiance à travers leur structure. Regardez l'autre, on a fait sauter à pieds joints, un vice-président de l'Assemblée. Actuellement, il est ministre de la Réforme et autres. Et celui qui disait, ah non, ce sont des pélés, et non pas quoi. Voilà.
Aujourd'hui, ils sont au sommet de l'État. Celui qui a insulté un Boulanjami. Il est là. Il est maintenant ministre de la réforme de quoi? Quelle réforme il va engager? Un type comme ça. Quelle réforme il va engager? Il n'y aura rien. Je vous le dis, il n'y aura rien. Tant que vous n'êtes pas capable de mettre en éveil justement les cellules pour contre-attaquer, pour contrecarrer ces gens-là, ils vont vous berner et vous n'allez pas voir les 7 ans là passer. C'est 7 ans ajoutés à votre âge. C'est 7 ans ajoutés à votre âge. Avec aucune perspective pour vous de pouvoir atteindre les fondamentaux demain avec succès. Mais qu'à Dieu ne plaise, de toutes les façons, c'est votre problème. C'est vous qui allez continuer à souffrir, ce n'est pas moi, David Nberkoma, et qui est habitué à faire 16 à 16. Éternel Dieu des armées, nous te louons, nous te rendons grâce, nous magnifions ton Saint-Nom, ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde. Toi, l'Éternel des armées, toi qui institues les princes et les autorités, toi qui établis les rois, toi qui les renverses sans aucune intervention humaine. Le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines partout où tu veux pour accomplir ta volonté. L'accomplissement de ta volonté, c'est que tu souhaites que le peuple gabonais prospère et qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Mon nom c'est David Nberkoma, la voix des sans-voix, le Ninoto, la belle de cochon. Je suis le crucifié, je suis le flagellé, je suis le mortifié, je suis la voix du peuple souverain.